Il fait chaud, il fait beau, on y est, sur place. Bah, c'est vrai que le mélange industriel et naturel comme ça, on le trouve pas partout, quoi. Je suis Tristan Arnoux, ingénieur mécanique ici à la centrale solaire de Yaux. On a une centrale à miroir de Fresnel qu'on utilise ce qu'on appelle des grandes lignes solaires composées de plusieurs caissons sur lesquels sont fixés des miroirs plans. Le but de tout ça, c'est de focaliser la lumière sur le récepteur, en haut, la ligne du récepteur. De faire monter l'eau qu'on fait circuler dans ce tube récepteur à 280 degrés 70 bars de pression et on s'en sert pour faire tourner une turbine à vapeur et générer de l'énergie jusqu'à 9,9 MW. Bon ben ça va, le fonctionnement de cette centrale est super simple à comprendre, il n'y a pas besoin d'en faire toute une vidéo, non? Non? Avant de continuer votre programme favori, cette vidéo n'a pas été financée par Ilo. En effet, l'entreprise a été reprise par les salariés qui n'ont pas de budget à mettre dans la communication. Je suis donc allé chercher un sponsor avec EcoFlow, et ça reste à peu près dans le même thème en plus. La toute dernière batterie d'EcoFlow. Donc le modèle, c'est la EcoFlow Delta Pro 3. Par contre, elle pèse 50 kg, donc... Alors je suppose qu'il faut la mettre en route. 2663 watts de puissance en entrée. C'est vraiment un générateur portatif, quoi. Ça consomme combien, ça? 1200 watts. Pas de problème. Voilà, maintenant j'en ai foutu de partout. Et évidemment, la batterie est posée sur l'aspirateur et le tube est rangé dans l'aspirateur. Voilà, ça c'était encore une idée de génie. On va attendre qu'elle se charge. Ok, ça fait plusieurs jours maintenant que je l'utilise, donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Cette batterie, c'est pas juste une batterie, il y a aussi un onduleur intégré. Ça veut dire qu'on peut sortir aussi bien de la tension continue, bien entendu, mais aussi un courant alternatif de 130 volts classique qu'on retrouve par exemple dans les prises du salon. Ce qui veut dire que, par exemple, sur les prises en façade ici, on peut brancher des appareils électriques, n'importe quel type d'appareil électrique, jusqu'à 4000 watts. Donc c'est 4000 watts partagés sur les 4 prises. Et on peut monter à 8000 watts en pointe pendant 400 millisecondes, ce qui permet d'encaisser les pics de consommation au démarrage d'un gros appareil, par exemple. Petit détail intéressant, ici il y a une prise P17 ou prise dite caravane. Ensuite, on va avoir 4 ports USB, dont 2 ports USB-C capables de délivrer 100 watts. Ça c'est très pratique, par exemple, pour alimenter des téléphones portables, mais aussi des ordinateurs portables qui se chargent par port USB-C ou des consoles portables. Si je charge mon téléphone portable, avec 82% de batterie, ça me fait une autonomie de 6,4 jours, en supposant que je charge le téléphone H24. Et bien entendu, toute la gestion de la batterie se fait aussi via téléphone avec l'application. À l'arrière de la batterie, on va retrouver la prise secteur qui permet de recharger donc la batterie directement en la branchant sur le secteur. Ici, 2 ports XT60 qui permettent de brancher des panneaux solaires de 11 jusqu'à 150 volts. Au niveau des panneaux solaires, on peut monter jusqu'à 2600 watts. Et on peut cumuler des panneaux solaires jusqu'à 3400 watts via le Power Stream. De ce côté-là, on a une prise qui permet, via un câble qui est vendu en option par EcoFlow, de recharger la batterie directement sur une borne de véhicule électrique, de recharge de véhicule électrique. Et ici, on a 2 ports identiques qui permettent d'agrandir la batterie, de rajouter des extensions. Cette batterie fait 4 kWh. Vous pouvez rajouter une première extension qui fait 4 kWh supplémentaires, donc vous doublez la capacité, et encore une deuxième extension dessus, donc vous pouvez tripler la capacité pour cette batterie. On parle de 12 kWh en tout, ce qui est énorme pour des batteries portables. La batterie est constituée de cellules de lithium fer phosphate, ou LFP, de qualité automobile avec 4000 cycles de charge avant de tomber à 80% de la capacité, soit environ 11 ans d'utilisation. Ici, comme on peut le voir, j'ai branché directement avec un câble dédié le EcoFlow Power Stream, dont j'avais déjà parlé dans un autre sponsor, donc je ne vais pas revenir dans le détail de comment ça fonctionne précisément. On peut programmer cette batterie pour lui dire quand elle peut se recharger sur le secteur. Et ça, c'est très intéressant, notamment si on a un forfait, par exemple, heure creuse, heure pleine, ou même, comme moi, un abonnement tempo. Ce que je fais, c'est que la nuit, à 1h du matin, la batterie va se charger jusqu'à 90%. Le matin, quand j'allume mon ordinateur pour bosser, la prise intelligente récupère la puissance consommée par mon ordinateur et le Power Stream compense cette puissance qui est consommée. Donc là, actuellement, l'ordi, il est allumé, il consomme 195 watts avec les écrans. Et du coup, c'est le Power Stream qui compense en temps réel cette puissance. Le Power Stream étant aussi connecté au panneau solaire qui est fixé sur mon balcon, dès qu'il y a du soleil, la puissance va soit être consommée directement par mon ordinateur, et dans ce cas, on ne vide pas la batterie, soit mon ordinateur est éteint, et donc il va stocker l'énergie disponible sur la batterie. Ça, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire
et ça peut se faire très facilement, notamment via l'application EcoFlow. On peut tout gérer dessus. On peut même aller jusqu'à créer son propre système électrique avec des scénarios pour automatiser certaines tâches. Si la Delta Pro 3 vous intéresse, je vous laisse regarder dans les liens en description ou dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Le Soleil, astre vieux de un certain nombre d'années, et la Terre, elle est là. Sur l'orbite terrestre, la puissance brute du rayonnement solaire est en moyenne de 1368 watts par mètre carré. Dans l'espace, si vous avez un satellite en orbite autour de la Terre, il reçoit 1368 watts sur chaque mètre carré de panneau solaire. Cette puissance varie en fonction de l'activité solaire et la distance entre la Terre et le Soleil, mais elle est beaucoup plus stable que sur Terre. Et d'ailleurs, sur Terre, parlons-en. Ici, on est dans les Pyrénées, en Cerdagne. Capteurs qui suivent le Soleil, ça? C'est ça. Voilà, donc le pyréliomètre qui nous sert à mesurer la puissance solaire reçue. Alors nous on parle toujours en ensoleillement direct. Nous on a besoin d'un rayonnement direct pour pouvoir concentrer la lumière et récupérer son énergie. On ne fonctionne pas avec la lumière diffuse. Lui il nous donne une mesure en watts par mètre carré. Ici en Cerdagne on est à 1500 mètres d'altitude, une qualité de l'air qui est un peu plus élevée qu'ailleurs. Et de par l'altitude, les photons venant du soleil ont moins d'atmosphère à traverser. Ici, on est capable de monter jusqu'à 1050, 1060 watts par mètre carré. On a 150 000 mètres carrés de miroir, donc on imagine la puissance thermique qu'on est capable de concentrer sur les récepteurs. Après s'applique le rendement optique, le rendement thermodynamique, le rendement électrique. On finit avec la capacité de produire jusqu'à 110, 114 mégawattheures par jour. Donc ce précieux rayonnement solaire, comment le récupérer? Alors il y a les panneaux solaires bien évidemment, mais il existe d'autres technologies. 4 technologies en tout qui ont été testées à des échelles industrielles par des laboratoires ou des sociétés. On a les paraboles, où on concentre le rayonnement solaire comme une antenne satellite concentre un signal. Les tours solaires, les miroirs au sol concentrent le rayonnement au sommet d'une tour. D'ailleurs, il y a Thémis, une ancienne tour solaire qui est pas loin d'Ilo. Elle a fonctionné dans les années 80, maintenant c'est un centre de recherche et développement. Les systèmes cylindro-paraboliques, où le réflecteur est un demi-tube qui bouge avec le tube collecteur pour suivre le soleil. Et enfin, les miroirs de Fresnel, qui sont ceux utilisés par la centrale Ilo. Le collecteur est fixe, seuls les miroirs bougent. Les Fresnel ont l'avantage d'être la technologie la plus simple des 4. Pas de tour à construire, pas de système de suivi de soleil complexe sur 2 axes, une mécanique très simple sans devoir bouger les miroirs et le tube collecteur en même temps. Et alors l'autre avantage en techno de Fresnel, c'est pour le nettoyage des miroirs. Parce que nettoyer le cylindre parabolique, c'est compliqué. Alors, les gars qui sont là-dedans, ils font preuve de pas mal d'imagination, des véhicules spécifiques avec des bras qui suivent la courbe du miroir, plein d'idées. Et en fait, ici, la techno de nettoyage, c'est une petite spécificité. C'est un robot qui roule sur les miroirs et qui les nettoie. Donc Tristan, qui a beaucoup travaillé dessus, le présentera. Nettoyage. Et puis l'idée, c'est de faire, entre guillemets, de l'agricole industriel. Le moins de techno complexe et le moins de réglages complexes possible pour que ce soit flexible et que ce soit fiable et robuste et réalisable à des coûts abordables à la base. Ça fait quand même relativement sa taille. On a combien de surface là? Ici, il y a 36 hectares dédiés à la centrale et 26 hectares utilisés vraiment pour l'aspect process. On a toute une zone centrale qui est une zone protégée avec des espèces d'orchidées endémiques de la région, donc on n'a pas le droit de l'exploiter. On a 150 000 m² de miroirs, 23 800 caissons comme celui-ci. Le champ est divisé en 27 lignes solaires, donc les lignes solaires, c'est le récepteur avec sa protection, etc. Et ensuite, chaque ligne est divisée en ce qu'on appelle des modules, donc 5 caissons par ici, 5 caissons par là, 7 rangées de caissons jusqu'à sous le récepteur. Des modules, certaines lignes en ont 4, d'autres en ont 8, donc on atteint des lignes qui font à peu près 800 mètres de long. Et chaque module est aussi subdivisé en 2 héliostats, un à l'est et à l'ouest du récepteur, et chacun sont pilotés indépendamment. Là on voit la mécanique, donc tous les caissons sont montés sur des axes fixés à des paliers. Donc là ça tourne. Voilà, c'est ça. Ici là on voit l'axe de rotation, le caisson qui est là, un autre qui est ici. Ils sont tous reliés par ce qu'on appelle les axes cam à une poutre de transmission. Donc les 7 rangées de caissons ici sont reliées ensemble par cette poutre et on a un vérin qu'on vient piloter pour faire avancer ou reculer cette poutre et donc venir orienter nos miroirs. Sur le premier miroir là-bas au bout, on a un codeur angulaire absolu qui est fixé sur les axes ici et qui nous permet d'avoir une lecture angulaire du premier caisson là-bas. Si les réglages sont bien faits, on connaît parfaitement du coup l'angle de tous les autres miroirs et on oriente tout ça de manière à ce que ça tape dans la fenêtre de 30 cm de large là-haut. On a à peu près 14 mètres de largeur au sol, 30 cm là-haut. Cette barre c'est un héliostat. Et on a, donc là, ici, c'est l'héliostat ouest, côté ouest, et là-bas, l'héliostat est. Et chaque héliostat a son vérin et son codeur. Alors, je suppose qu'on ne peut pas le voir bouger. Il bouge présentement.
On entend les petites tung comme ça, Ouais. là, c'est le Ouais, mouvement. tout à fait. Donc là, le miroir n'est pas totalement plat. Ouais, non, c'est ça, ils sont concaves. Une légère courbe. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'aplomb du tube, ils sont de plus en plus concaves. Mécaniquement parlant, ces miroirs-là ne peuvent pas se retourner intégralement. Donc ils ont une position de repli qui est en vis-à-vis ou dos à dos. Mais par contre, on ne peut pas les retourner pour leur faire regarder le sol. Ils ont été testés en soufflerie climatique, les miroirs, donc à des grêlons d'une certaine taille. Et force est de constater qu'on a déjà eu un épisode qui sortait du cadre normal, qui était assez extrême, donc avec des vrais grêlons, un phénomène très localisé qui a fait beaucoup de dégâts sur les 2 villages alentours. Et nous, on a eu des problèmes, on a eu des casses de miroirs, bon, ça a pris longtemps, mais on est en capacité de les changer. Ouais. Mais ça, si on craint, et donc Tristan, qui est là, il a travaillé sur une solution mécanique pour arriver à faire une modification de cette transmission-là qui viserait à pouvoir les retourner en fait. Ah, ici, c'est pas éclairé là. Non, donc ça c'est la transmission prototype pour retourner, être capable de retourner les miroirs. Actuellement, on a encore un peu de paramétrage à faire sur les moteurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le fait tirer un peu plus bas, comme ça en cas de problème, naturellement le soleil va s'éloigner et va rabaisser la tâche. On n'a aucun risque qu'il y ait un passage naturel de la focalisation dans le récepteur. Alors là, ouais, on voit que c'est pas du tout fait pareil. C'est plus un vérin, c'est une vis à billes qui vient actionner toujours une poutre de transmission, c'est le même esprit. Et donc par l'ajout d'une barre d'articulation ici, ça permet d'avoir l'amplitude supplémentaire suffisante pour pouvoir faire basculer l'axe cam au-dessus du longeron. Et donc les miroirs ne seront pas totalement retournés, mais feront quand même face au sol. Ça les protège de la grêle principalement. Probabilité faible, mais dommage important, donc la grêle. Et il y a aussi des avantages directs pour le rendement, le givre l'hiver et la rosée l'été. Et l'hiver, ça peut durer très longtemps. Si le givre est épais, on perd énormément de production. L'avantage là de retourner ces miroirs, de les faire face au sol, c'est qu'ils se prennent le rayonnement, la légère chaleur terrestre. Ça permet de maintenir le miroir à une température un tout petit peu plus élevée. Et généralement, il n'y a pas ou très peu de rosée. Là, on voit bien où est passé le petit robot qui est là. Ici. C'est tout propre, tout beau. Et là, il y a un peu de casse, là, on voit. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est principalement des vitres qui sont tombées lors de la mise en service, où justement, on n'avait pas les très bons réglages au niveau des héliostats au sol. Aïe, les vitres d'en haut du récepteur sont tombées. C'est pour ça qu'il y a de la casse. Et donc, le robot n'est pas passé à cet endroit-là. Voilà, et on voit bien la différence entre sale, propre. Les robots qui servent à nettoyer les miroirs, il y en a un là, passe dessous. On va en voir un autre là-bas. Voilà, donc il y a un robot par ligne, donc en tout 27 sur la centrale. Et eux, ils tournent en autonomie la nuit, à partir de 3 h du matin, on les lance, jusqu'à 6 h 30, toute la nuit. Un petit peu avant le lever du soleil. Ouais, c'est ça. Oh les moutons. Coucou les moutons. Comment ils fonctionnent? On vient orienter tous les miroirs d'une certaine rangée de la ligne à plat. Oui, parce que là, c'est pas aligné. On voit que voilà, c'est ça. Là, il y aura une marge. Voilà, donc ce miroir, on va venir le mettre à plat ici. Une fois qu'on a la confirmation de tous les codeurs que cette rangée-là est bien à plat, le robot nettoyage qu'on appelle Bender va partir. Et aussi actionner en même temps cette brosse qui va venir, donc une première fois, pousser la poussière à l'avant du robot et la faire tomber entre chaque caisson. Et au retour, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse la raclette ici et on a un petit sprinkler à l'avant qui va venir asperger une petite quantité d'eau. C'est un essuie-glace, quoi. Exactement. Une fois qu'il a fini sa rangée, tout le chariot avec le robot va translater sur le côté, s'aligner avec la prochaine rangée et repartir. Ah d'accord, en fait c'est monté sur un chariot, ici on voit là, il y a des roues, et donc ça avance tout le long là, on voit le rail avec une crémaillère en dessous, et du coup ça va jusqu'au bout, d'accord. C'est ça, donc lui, ce robot-là s'occupe des 14 rangées qui composent cette ligne. Il n'y a pas eu des problèmes de robots coincés, il faut venir à 3 h du matin pour le débloquer? Alors pas à 3 h du matin, mais nous on a un agent de maintenance du champ solaire qui vient tous les matins avant le lever du soleil pour pouvoir décoincer les potentiels robots. Ouais. Des fois c'est tout simplement mal plugué. Ouais. Et là en ce moment, nous ce qui nous pose le plus problème, c'est les végétations. On a des gros chardons qui poussent, qui vont au-dessus des miroirs et qui viennent taper les petits fins de course. Le robot croit qu'il est arrivé sur sa fin de ligne. Ouais, il faut bosser les moutons là. Hein. Donc, ça fait quoi là? Là, ces robots, le taux de défaillance, il était de 0,5% l'année dernière. 0,5%, ouais, donc du coup, ça n'arrive pas souvent. Non, c'est quand même fiable. Le mouvement des miroirs, c'est toi qui t'en es occupé? Ouais, alors il y avait des travaux qui avaient été faits sur le prototype de cette centrale qui était à la Seine-sur-Mer. Un des premiers travaux, en effet, que j'ai menés ici, c'était donc de convertir l'algorithmie de focalisation pour qu'elle puisse fonctionner là. Évidemment, quand on a transposé du prototype, il n'y a rien qui marchait, ça tirait à côté. Ça se joue à
à 1/10 ou à 2/10 de degré. À 2/10 de degré, on est déjà nettement à côté de la cible. 1/10 de degré, c'est délétère pour la structure. C'est-à-dire qu'on vient viser non pas exactement le récepteur, mais un petit peu sur le côté. Il se déforme. Comme il se déforme, il va venir dilater, il va venir encore plus se pencher et encore plus accrocher du rayonnement. Et en fait, c'est un phénomène qui s'auto-amplifie de lui-même. Et le récepteur, là-haut, il est fermé avec des vitres. Et donc, si on vient trop le déformer, on vient casser les vitres tombent elles-mêmes en tombant, elles cassent des miroirs. Donc, on veut pas, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas trop se rater. Et en fait, la position apparente du Soleil dans le ciel, c'est jamais qu'une question du temps et de l'endroit où on se trouve sur le globe. Et on peut avoir, pour chaque module, du point de vue de chaque module, la position apparente du Soleil. C'est cette position apparente qu'on suit pour renvoyer toujours le rayonnement dans la cible là-haut. On a un ordre d'idée pareil, on serait destructeur pour la structure avec un écart selon la période de la journée, à partir de 8-10 secondes, c'est problématique. D'accord, il ne faut pas être en retard ou en avance sur le soleil entre 8 et 10 secondes. Non, exactement, sinon on vient détruire l'install. Tu disais qu'on fait un contrôle visuel, c'est-à-dire qu'il y a moyen à l'œil de voir si ça tape à côté ou sinon il y a des... Ouais, Tristan, il a développé une très bonne expertise là-dessus et en fait ça se voit, alors si tu arrives à le filmer, ça se voit à l'œil nu. Hein. Il y a une certaine souplesse dans la transmission. Donc si je regarde là-haut, hop là, on le voit à gauche. On a une certaine expertise qu'on développe avec le temps qui permet de voir si pour chaque cintre on est centré. Et après, il y a une équipe quand même ici dont c'est le travail de vérifier ce qu'a présenté Tristan tout à l'heure, c'est-à-dire que les miroirs sont bien réglés les uns par rapport aux autres. En termes de précision, nous on essaie de faire mieux que plus ou moins 5 centièmes de degré. Ce qu'on fait, c'est qu'en général on met le miroir central à plat, au zéro absolu, donc c'est le zéro au niveau de la mer. Et ensuite, on vient appliquer un offset. Donc par exemple, entre le premier et le deuxième cintre, on passe de 0 à 4,44 degrés, etc. On incrémente jusqu'à arriver sur ce miroir qui est à 20,75 degrés, plus ou moins 5 centièmes toujours. Ensuite, il faut garantir que tous les miroirs d'une même rangée aient exactement le même angle. Régler tous ces miroirs-là à 20,75 degrés quand on est au zéro absolu. C'est un travail de fourmi, hein, parce qu'il y a 23 800 caissons sur site. Il y a plein de facteurs qui jouent sur le réglage. Typiquement, si le soleil vient taper à l'arrière de sur cette tôle, là, juste le différentiel de chaleur entre ici et derrière va faire bomber le caisson et ça va totalement fausser la lecture angulaire ici. Donc il faut qu'on règle le côté ouest le matin quand le soleil est par là-bas et le côté est l'après-midi quand le soleil est de l'autre côté. Toutes ces petites choses auxquelles il faut penser et qui sont venues en fait par l'expérience. Parce que bon, on a fait les erreurs qui étaient à faire. Le champ solaire est une centrale à vapeur. Le principe de fonctionnement est identique à celui d'un train à vapeur ou de n'importe quelle centrale électrique thermique. Mais je suis sympa, je tourne ça en août, c'est les vacances, donc je mets de côté toute l'explication du cycle thermodynamique. Bon, un petit peu aussi parce que j'ai la flemme, hein, il faut pas se mentir. Pour simplifier, une centrale thermique, c'est une source chaude. Pour ILO, c'est le rayonnement solaire, pour le nucléaire, c'est la fission, pour une centrale au gaz, c'est la combustion du gaz, etc. Mais il faut aussi une source froide pour organiser un transfert d'énergie thermique. Et ça, c'est absolument indispensable, hein, sinon il est impossible d'extraire de l'énergie exploitable d'une source de chaleur. C'est pour ça qu'on trouve les centrales thermiques proches des fleuves ou sur les côtes, parce que l'eau, ça marche bien pour refroidir. Et c'est aussi pour ça que dans Satisfactory, il faut de l'eau pour les centrales au charbon. Mais pourquoi j'ai relancé une partie, bordel? Putain, j'ai une vidéo à faire, moi. Et en plus, la V1 va bientôt sortir, là. Mais on peut aussi utiliser l'air ambiant comme source froide, si on n'a pas énormément d'énergie à évacuer, ce qui est le cas ici à ILO. La turbine est l'élément central de l'installation. Elle est placée entre la source chaude et la source froide. Son but est de récupérer un maximum d'énergie au passage. Les 27 lignes du champ solaire d'ILO sont des générateurs de vapeur. L'eau rentre à l'état liquide via des flexibles ici, et ressort de l'autre côté en partie vaporisée. Alors là, il y a un petit truc à comprendre. Imaginons qu'on chauffe de l'eau progressivement jusqu'à obtenir de la vapeur sèche, sans eau encore liquide. Il n'y a vraiment que de la vapeur, il n'y a plus du tout d'eau. Au fur et à mesure qu'on chauffe, on va passer donc de l'état liquide à l'état gazeux. Mais il y a forcément une transition entre les deux. Il y a un moment où on voit apparaître la première bulle de vapeur. Et il y a un moment où il reste la dernière goutte d'eau. Et bien cette zone de transition là, on appelle ça le titre vapeur. À la première bulle, il est de 0. Et à la toute dernière goutte, il est de 1. Donc le titre vapeur qui sort de la cuisson des pâtes est inférieur à 1 parce que la vapeur est blanche. La vapeur sèche est transparente, on verrait absolument rien. C'est parce qu'elle embarque de l'eau avec elle sous la forme de micro-gouttelettes qu'elle est blanche. Et le truc c'est qu'on ne peut pas, ou plutôt on ne veut pas, avoir 100% de vapeur en sortie des lignes. Donc un titre de 1. Il y a et du liquide et la partie gazeuse. Et il faut surtout pas n'avoir que de la partie gazeuse. Ça vient réduire la qualité de l'échange thermodynamique dans le tube. C'est-à-dire qu'on échange mieux quand il y a une phase liquide. Et c'est risqué pour le matériel au sens où du coup, le tube va surchauffer.
C'est-à-dire qu'on n'enlève pas bien les calories du tube avec l'eau qui circule à l'intérieur. Ouais, donc c'est le tube qui chauffe. Ouais. Il devient beaucoup plus chaud que l'eau qui circule à l'intérieur, qui du coup s'est vaporisée. Et là, on va pas maîtriser sa dilatation. Et on n'a vraiment pas envie de voir ce que ça fait. Donc un tube qui surchauffe, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, tout simplement, il va venir sortir de ses logements, littéralement. En fonction du taux d'ensoleillement, s'il y a un nuage qui passe, etc., le débit d'eau liquide est régulé à l'entrée des lignes. Si la puissance solaire diminue, alors on baisse le débit pour maintenir le bon titre, le bon taux de vapeur à l'autre bout de la ligne. Pour injecter l'eau dans les champs solaires, oui, on utilise donc des pompes alimentaires qui sont situées dans le power block. Et ça pousse dans tout le champ en fait. C'est ça. On régule après à chaque entrée de ligne avec des vannes pour gérer le débit entrant dans les lignes. Mais il y a un problème. La turbine n'aime pas l'eau liquide. Mais alors, vraiment pas. Il lui faut de la vapeur parfaitement sèche, avec absolument aucune goutte d'eau à l'intérieur. C'est un engin qui est extrêmement fragile, qui tourne assez vite, à plus de 6000 tours minute, donc si vous avez des micro-gouttelettes dans la vapeur, elles vont s'écraser sur les pales, et progressivement, les pales vont s'éroder, la turbine va se mettre à vibrer, et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Il va falloir rajouter des trucs entre les lignes et la turbine, et le premier, c'est les ballons séparateurs. Bon, prochaine étape, alors. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu à la vidéo sur la géothermie. Le tuyau qui fait une espèce de U, ça, c'est pour la dilatation, ça. Exactement. C'est une lyre de dilatation. Ouais. Une lyre de dilatation, voilà. Il y en a plein. Hein. C'est juste posé et ça permet de coulisser comme ça sur mécaniquement, quoi, que ça puisse bouger. Là, ici, ça coulisse dans l'autre sens. Donc ici, on est sur la zone process entre les deux champs. Donc on a le premier champ ici. C'est ça, le gros champ, le champ ouest, ouais. Et là-bas, le champ est avec dans le fond l'aérocondenseur et la zone, le hall turbine. On passe à côté de ça, ça chauffe là, on sent la chaleur. Alors ça, c'est le séparateur eau-vapeur. C'est ça, donc ce qu'on appelle ballon séparateur, c'est vraiment une pièce maîtresse et indispensable à notre process. Hein. Nous, au niveau du collecteur vapeur, en sortie de ligne solaire, on est en vapeur saturée, donc un mix d'eau liquide et de vapeur. Et donc c'est ce ballon-là qui va nous permettre de séparer cette eau liquide qui par gravité va tomber au fond du ballon et la vapeur qui elle va avoir tendance à monter. Elle est récupérée dans les tuyaux qu'on voit ici et donc à partir de là elle est injectée soit dans le stockage soit dans le hall turbine. Et l'eau elle est récupérée en bas et va être réinjectée aux entrées de ligne du champ solaire pour être de nouveau envoyée sous la focalisation. Une fois passée par le séparateur, la vapeur peut prendre deux chemins différents. Elle peut aller vers la turbine bien entendu, mais elle peut aussi aller vers du stockage. Ça, c'est la partie stockage, 9 ballons de 120 mètres cubes chacun. Stockage de vapeur. Exactement, stockage de vapeur. Donc en début de journée, quand le stockage est dit vide, les ballons sont remplis à moitié d'eau, à l'état liquide. À mesure que la pression va monter dans les champs, que la température du process va monter et que la charge turbine va atteindre son régime nominal de 9,9 MW, on va commencer à rediriger la vapeur du champ ouest dans ces ballons de stockage. Comme la centrale est en circuit fermé, on va venir pomper une partie de l'eau de ces ballons pour la réinjecter dans les lignes solaires. Donc la vapeur va remplacer l'eau, quoi. C'est ça, au fur et à mesure. Entre la phase liquide au fond des ballons et la phase gazeuse au-dessus, on a ce qu'on appelle un ciel vapeur. C'est une fine pellicule qui a des propriétés thermo un petit peu particulières et qui crée une isolation entre l'eau qui est relativement froide, 150 degrés, et la vapeur qui, elle, est à 280 degrés. Les ballons sont toujours pressurisés à 5 bars en dessous du champ solaire. Ça permet qu'une fois qu'on a envie de stocker, on ouvre des vannes et automatiquement la vapeur va aller dans les ballons de stockage. Et à l'inverse, en fin de journée, quand le soleil baisse et qu'on n'a plus assez de puissance solaire pour faire tourner la turbine à plein régime, la pression dans le système va baisser dans le champ solaire et donc elle va passer en dessous de la pression dans les ballons de stockage. Et donc là, en rouvrant les vannes, le même circuit va aller dans l'autre sens. La vapeur va sortir et va aller jusqu'au hangar turbine pour être transformé en énergie. On a 36 MWh d'énergie 36 MWh de stocké là. Plusieurs années d'une maison individuelle, quoi. Exactement, par jour. Donc là, vous êtes en train de le remplir. Exactement. Alors 36 MWh d'électricité, c'est à peu près 7 ans de consommation pour un foyer normal, on va dire. C'est aussi l'équivalent de 9000 batteries comme celle-ci, la Delta Pro 3. Bon, c'est quand même mieux d'utiliser une batterie de ce type à la maison que des cuves remplies de vapeur avec une turbine derrière. Hein. Mais justement, on pourrait se poser la question pour le champ solaire îlot, pourquoi ne pas utiliser directement des batteries électriques au lieu d'utiliser des ballons de vapeur? Déjà parce que la technologie de remplir des cuves de vapeur est assez basique. Comme l'a expliqué Tristan, le système fonctionne avec de simples électrovannes. Les autres champs solaires utilisent d'autres technologies, comme des réservoirs de sel fondu. La mise en œuvre est plus complexe, il faut passer par des échangeurs, il faut un réservoir froid et un réservoir chaud, etc. Mais dans tous les cas, le stockage direct de chaleur est beaucoup plus intéressant pour ce type de centrale électrique que les batteries, parce que ça lui apporte une stabilité, ce qui est extrêmement important. On ne peut pas facilement arrêter ou démarrer la turbine.
Elle peut varier en puissance, dans le temps, ça y a pas de problème, mais il ne faut surtout pas qu'elle s'arrête pendant la journée de production. On appelle ça le trip. Rien à voir avec la prise de psychotrope, hein. C'est un déclenchement de la turbine non prévu, et avec elle, l'arrêt de la production d'électricité. Mais pour mieux comprendre cette histoire de stabilité, allons voir la salle de contrôle. Alors, pour comprendre la suite, quelques petites explications. Le schéma que je vous ai montré est une version simplifiée du schéma sur ces deux écrans. Le gros trapèze ici, c'est la turbine. La vitesse est en haut, aux alentours des 6777 tours minute. Et la puissance envoyée sur le réseau électrique est en bas, entre 9 et 10 MW. Ici, on a l'ensoleillement mesuré avec des capteurs qu'on a vu au début de la vidéo. Et sur l'écran tout à droite, une courbe très intéressante. Du coup, j'ai demandé un screenshot de la journée complète pour avoir une meilleure qualité. Ça vient d'un autre logiciel, donc elle n'est pas présentée pareil, mais c'est exactement les mêmes données. Et on peut même voir dans le futur, c'est complètement fou. En vert, on a la production électrique, et en orange, l'ensoleillement direct du champ. Les trous ici sont les passages des nuages, et on voit que la puissance électrique est lissée au début de l'après-midi grâce au stockage. Au moment où on filme dans la salle de contrôle, on est ici, en fin d'après-midi. La zone de stockage et 9 ballons voilà, qui sont là. Ce sont ni plus ni moins que des réservoirs remplis en eau. Alors là, tout à l'heure on stockait, maintenant on stocke plus, parce qu'on vient de perdre le soleil. Ah oui, là on voit la chute. C'est ça, et donc tout à l'heure, dehors il y a des nuages. Hein, cette vanne était ouverte, elle ne l'est plus. Il y a de l'anticipation, parce qu'on stocke que le champ est surpuissant par rapport à la capacité maximale de la turbine. On va privilégier la production d'électricité, on ne va pas stocker alors qu'on pourrait produire à fond. Là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, on vient de voir une augmentation de l'ensoleillement, et j'en profite pour voir à quelle vitesse réagit le système au niveau de la puissance de la turbine. C'est-à-dire entre le moment où le soleil vient d'arriver directement sur le champ solaire, combien de temps il faut pour que la turbine réagisse et se mette à produire plus d'énergie. Et il faut encore attendre un peu... Et hop, on voit la puissance remonter. Si on reprend la courbe de la production de la journée, il va y avoir encore quelques heures de production avant un gros passage de nuages à 18 h. Le soleil revient en début de soirée et le stockage permet de faire tourner l'installation jusqu'à 1 h du matin, alors que le soleil s'est couché à 21 h. Bon, bien évidemment, c'était pas à pleine puissance, hein. La puissance a baissé progressivement. L'énergie totale produite sur la journée était de 87 344 kWh ou 84 MWh. Donc toutes les parties sous la courbe verte ici, donc quand il y a un trou d'ensoleillement, ont été assurées par les ballons de vapeur qui ont pris le relais. Et donc ça évite les variations trop brusques de production. C'est parti pour voir la turbine. Ah, ça c'est beau ça. Le générateur ici. Et là, la turbine. Donc là-bas au fond, on voit la turbine. Ah, on voit l'entrée de vapeur avec les gros ressorts là. Les entrées de vapeur, elles se font par au-dessus, ici, ouais. Et ça, c'est des vannes de sectionnement. D'accord. En cas d'échec critique, de problème majeur sur la turbine, ces ressorts-là sont relâchés, ça va venir fermer le débit vapeur dans la turbine, et c'est ce qu'on appelle le trip. Immédiatement, on arrête tout apport d'énergie. Il y a un réducteur. Il y a un réducteur, là. Ça c'est un réducteur. On voit d'ailleurs l'axe, c'est des accès là. Réducteur de 10 MW, ça rigole pas. Hein. Il va y avoir du couple là. 11 kV, ça sort, ok. On rehausse ça via un transformateur en 20 kV. Donc là, tu disais, on arrive à combien de bars là? 40 bars. 40 bars dans les deux étages. Et 40 bars ici. Et là, on sort à moins de 1 bar, quoi. Les turbines, ça fait longtemps que ça existe. Mais s'il fallait faire la tier list des engins techniques les plus nobles et respectables, la turbine serait dans le top, hein, sans aucun problème. Je sais pas, il y a un truc avec les turbines. C'est de l'art mécanique parmi les choses les plus belles. Regardez-moi comment c'est beau à l'intérieur. C'est usiné au poil dans de l'acier pur beurre, c'est... Là, on est sur le sommet, le top de ce qu'on sait faire en ingénierie. La turbine est à 2 étages. Une partie haute pression, puis la vapeur ressort pour repasser dans une partie basse pression, puis ressortir à l'arrière vers le condenseur qu'on verra après. Alors le petit truc à savoir, la petite anecdote, c'est que la vitesse de la turbine ne varie pas. Enfin si, mais très peu quoi, de quelques tours minutes, donc c'est quasiment rien. Donc si la turbine passe par exemple de 8 à 9 MW, vous ne l'entendrez pas accélérer, vous ne l'entendez pas en fait. Elle ne va pas se mettre à tourner plus vite comme une voiture qui accélère par exemple.
Vous devriez savoir pourquoi si vous avez vu mes vidéos sur le réseau électrique. C'est lié à la fréquence du réseau électrique. Ce générateur, par exemple, doit tourner à 1500 tours par minute pour correspondre à la fréquence du réseau électrique en Europe. C'est pour ça qu'il y a un réducteur de vitesse, parce que la turbine tourne plus vite. Et le générateur n'a pas le choix, il ne peut pas lutter contre le réseau électrique qui est infiniment plus gros que lui. Revenons à notre schéma. Avant de rentrer dans la turbine, la vapeur n'est pas encore totalement sèche. On a de la vapeur à 280 degrés et 64 bars de pression. Et on veut supprimer absolument toutes les micro-gouttelettes d'eau qui peuvent endommager la turbine, qui tourne à plus de 6700 tours minute, je rappelle. Donc il faut vraiment que la vapeur soit totalement sèche. Et en plus de ça, la turbine extrait de l'énergie de la vapeur. C'est même le principe, sinon tout ça servirait à rien. Si en entrant dans la turbine, on a de la vapeur sèche avec un titre de 1, ici. Dès qu'on va perdre un peu d'énergie, une partie de la vapeur va se condenser et le titre va baisser, ce qui peut endommager la turbine. L'astuce pour éviter ça est de surchauffer la vapeur, de lui ajouter de l'énergie pour être sûr qu'elle restera sèche tout le long. Donc il faut réchauffer la vapeur. Mais avec quoi? La seule source de chaleur qu'on a, c'est la vapeur en elle-même, il n'y a pas plus chaud dans l'usine. Le problème est résolu grâce à cet engin. Donc ici, c'est un composant hyper important pour le process, c'est la vanne de détente. C'est ce qui nous permet de passer de 70 bars à 40 bars de l'autre côté. Ça, c'est la vanne de détente, ok. Ouais, juste cette petite vanne-là, c'est ce qui nous permet de détendre toute la vapeur qui va passer dans la turbine. Ici, on va baisser la pression de la vapeur de 60 à 40 bars. La température, elle, va passer de 270 degrés à 250 degrés. Cette vapeur détendue va passer dans un surchauffeur qui va utiliser la vapeur d'avant la baisse de pression pour réchauffer la vapeur détendue. Donc en fait, on utilise la même vapeur, sauf qu'il y en a une qui est détendue et l'autre non, donc elle est plus chaude. Et du coup, ça permet de réchauffer la vapeur détendue. Ouais, c'est pas con, il fallait y penser. Donc elle est détendue à 40 bars, elle passe dans le surchauffeur ici. Donc elle va rester à 40 bars, mais elle va monter à 280 degrés. Donc là, on va passer en vapeur surchauffée, plus une seule bouteille d'eau dans la vapeur. Et elle va pouvoir être injectée dans le premier étage de la turbine. Ça, premier surchauffeur là. Ça part à l'étage, premier étage de la turbine, au premier étage de la turbine qui est là. Quand la vapeur a été détendue une première fois dans la turbine, on la repasse dans un autre surchauffeur avant le second passage. Donc elle ressort du deuxième étage et du premier étage et elle arrive au deuxième surchauffeur. Et après ça passe dans la turbine, basse pression cette fois-ci, et ça part au refroidissement. Puis la vapeur détendue ressort par l'arrière de la turbine. Quand elle arrive dans le premier étage, après le premier surchauffeur, la vapeur est aux alentours des 40 bars. Quand elle sort de la turbine, elle est à 0,15 bars absolu, c'est-à-dire en dessous de la pression atmosphérique. Donc autant vous dire que c'est bien optimisé, on détend la vapeur au max du max possible. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de méga aspirateur derrière, quoi. Il y a un truc qui aspire la vapeur qui sort de la turbine. Ok, on arrive sous les aéro-refroidisseurs. Aéro-condenseur. Aérocondenseur, tout à fait. Alors là, il y a du ventilo là. Là, on a 3 cellules. L'idée, c'est de pousser une colonne d'air à travers toute la structure au-dessus, dans laquelle on force en fait le passage de la vapeur qui sort de la turbine. Là, pour la refroidir, la liquéfier et pouvoir la renvoyer dans nos lignes solaires. Ça fait un peu flipper quand même. Tu sais, c'est vraiment le truc comme dans les jeux vidéo quoi. C'est clair. La turbine est derrière. Ouais. En fait, au niveau du mur, t'as les dernières pales de la turbine. D'accord. Et donc là, on est sur une section immense parce qu'à l'intérieur de cette tuyauterie, on est au vide. Donc si on faisait un trou, en fait, l'air serait aspiré dans le tuyau. Mais nous aussi, on serait aspiré très fort. Tu vois bien la gaine qui monte au sommet du bâtiment, quoi. Ah ouais. Ah, c'est gros. Wouh! Allez. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Wouah! Ah, ça souffle là. On sent la structure qui bouge un peu. Et oui, on équilibre les pales au mieux, hein, bien sûr. Mais bon, il y a toujours des phénomènes vibratoires. Hein. Moi qui aime bien dormir avec le ventilateur. Alors comment ça marche?
Allez, on va passer de l'autre côté, ce sera plus parlant. Il fait chaud. Là, c'est le moment idéal pour arriver ici. On est à pleine puissance, le stockage est en train de saturer. Les aérocondenseurs tournent à fond. C'est là où on dissipe la plus grande quantité de chaleur. La tuyauterie là, doit être à 70-80 degrés. Donc, Ah ça va, c'est pas brûlant, c'est très chaud. Tu laisses pas ta main, mais tu te brûles pas quoi. Comment ça marche? Comment ça marche ce système? donc sur la grande gaine qui traverse tout l'aérocondenseur, donc la vapeur arrive par ici, donc elle sort, elle est à peu près à 50 degrés. Elle passe dans toute la gaine là-haut et en fait elle est injectée, poussée dans tous les petits tubes qu'on voit Et ici. ensuite elle part dans les tubes. C'est ça. Les tubes ils sont équipés d'ailettes partout pour favoriser l'échange thermique entre la colonne d'air créée par les ventilateurs. Maximiser la surface pour pouvoir transférer la chaleur à l'air quoi. Le condenseur est donc un énorme aspirateur qui entretient une pression extrêmement basse à la sortie de la turbine, donc un bon rendement de l'installation. En étant en contact avec l'air froid, la vapeur qui sort de la turbine cède de l'énergie et se recondense en eau liquide. Ce changement de phase fait chuter la pression car l'eau à l'état liquide prend moins de place qu'à l'état de vapeur. Et donc, ça crée une dépression et c'est ça qui fait que ça aspire à la sortie de la turbine. L'eau redevenue liquide passe ensuite par un autre séparateur pour récupérer la partie liquide, cette fois-ci, et repart dans le champ solaire via des pompes alimentaires. Et du coup, pour démarrer la turbine le matin, on utilise des pompes à vide pour créer artificiellement une dépression côté condenseur pour démarrer la turbine et lancer le cycle. Puis ensuite, ça s'entretient tout seul, il n'y a plus besoin de pompe à vide. Là ici il doit faire une quarantaine de degrés. Et si tu vas sur la plateforme là-haut, 50, 60, Ah là il doit faire super chaud là. ça devient assez insoutenable. Et ça c'est vraiment un organe super important dans la centrale, dans le sens où si on n'est pas capable de refroidir notre vapeur en sortie de turbine, on n'est plus capable de produire de l'électricité. Si nous on n'arrive plus à refaire condenser l'eau, on perd le vide à la sortie de la turbine, et là la turbine elle triple. Bon, en tout cas, vu qu'on sort actuellement à peu près 9 MW d'énergie électrique, là on a beaucoup plus de 9 MW qui sont en train de partir dans l'air. Ouais. C'est pour ça qu'il fait très très chaud. Cette technologie-là de refroidissement, c'est parce que du coup on économise en eau. Voilà, ça, on ne consomme pas d'eau. Nous, de toute façon, c'est simple, on n'avait pas de... Il va faire plus frais ici. On n'avait pas de source en eau abondante à côté pour pouvoir faire un refroidissement efficace. Donc on a choisi les aérocondenseurs. Partant du principe qu'on est en montagne, qui fait globalement moins chaud qu'ailleurs. Centrale solaire thermodynamique n'aime pas la chaleur. Ah bon quand il fait trop chaud, typiquement là, on est au début du mois d'août, on perd en rendement à cause des hautes températures. On n'est plus capable de refroidir suffisamment efficacement pour entretenir un vide de très grande qualité à la sortie de notre turbine, et donc on perd en rendement. Et voilà, au niveau de l'aérocondenseur, vraiment, quand il fait très froid, c'est là où on fait les meilleures performances. Après voilà, quand il fait très froid, ça pose d'autres problèmes. C'est plus difficile de réchauffer toute la structure, les pertes thermiques le long des tuyauteries sont un peu plus élevées. En attendant, merci pour tout, merci pour cette visite, c'était très intéressant. Je pense que tout le monde va aimer. C'est quelque chose qui est unique en France, on est d'accord, hein, il n'y en a pas d'autres. Plus le stockage vapeur qui est unique au monde, c'est une technologie que vous avez développée vous-même. Et donc, de ce que j'ai compris, vous cherchez aussi un repreneur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc nous, actuellement, on est autonome dans la gestion de la centrale et on cherche un groupe industriel qui serait intéressé pour reprendre donc l'exploitation de cette centrale et aussi, bien sûr, la technologie elle-même. Voilà, donc si vous avez quelques dizaines de millions d'euros, ça peut être un investissement assez intéressant. Bon, en tout cas, merci pour tout. Avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Je dis merci à EcoFlow pour le sponsor de cette vidéo. Si vous voyez un sponsor au début d'une vidéo de visite, ça veut dire tout simplement que j'ai rajouté le sponsor pour pouvoir financer la vidéo.